l'oxygène, l'azote, on va former les molécules H2O, CH4, NH3. Et cette fois, elles seront sous forme de glace et non plus sous forme de vapeur, parce que la température est suffisamment basse. Et ça fait beaucoup de masse, parce qu'il y a beaucoup de CNO par rapport aux éléments lourds. Donc, vous avez une grande masse solide disponible pour faire des gros noyaux. Et c'est là que la différence intervient. Parce que les modèles nous disent que si on arrive à atteindre une masse qui fait une dizaine de masses terrestres, à ce moment-là, le champ de gravité du noyau en question est suffisant pour capter le gaz environnant. Parce que la matière environnante, donc, c'est, rappelez-vous, essentiellement du gaz, de l'hydrogène et de l'hélium. Et c'est comme ça qu'on forme les planètes géantes, puisque à partir de ce noyau d'une dizaine de masses terrestres, vous avez la possibilité d'accréter le gaz d'hydrogène et d'hélium qui entoure ce noyau. Donc c'est très simple de comprendre au fond pourquoi on a deux types de planètes différentes, les telluriques et les géantes. Alors qu'est-ce qui se passe entre les deux? Eh bien, ce qui marque la ligne en fait de séparation entre ces deux catégories, c'est ce qu'on appelle la ligne des glaces. C'est la ligne à laquelle, la distance à laquelle les glaces vont se condenser. Et là, l'eau joue un rôle prépondérant. Pourquoi? Eh bien, parce que l'eau présente une courbe de saturation différente des autres molécules. Si vous prenez une température élevée puis vous décroissez la température, l'eau est la molécule qui, de loin, va se condenser la première. Après, vous trouverez l'azote, H2S, CH4, CO2, etc. Mais en tout premier, c'est l'eau. Donc on peut dire que c'est la condensation de l'eau qui fait la différence, en fait, qui marque cette ligne des glaces. Alors continuons notre investigation. Maintenant, je vais vous parler un peu des planètes géantes, un peu plus en détail. Et déjà là, on va introduire une nouvelle différenciation. Nous avons 4 planètes géantes. On comprend en gros comment elles se sont formées par ce scénario d'accrétion, disons, d'effondrement du gaz autour d'un noyau assez gros. Mais malgré tout, elles présentent quand même de grosses différences entre elles. En particulier, Jupiter et Saturne sont beaucoup plus massives que les deux autres. Jupiter et Saturne, en fait, ont des masses qui sont autour de 300 et 100 masses terrestres. Alors, rappelez-vous, le noyau central, il fait une dizaine ou une douzaine de masses terrestres, ce qui veut dire que tout le reste, c'est du gaz. Donc, ce sont des planètes gazeuses, essentiellement, qui reflètent, au premier ordre, la composition du gaz protosolaire, du gaz du disque initial. Mais Uranus et Neptune, c'est très différent. Uranus et Neptune ont des masses qui font autour de 15 masses terrestres. En fait, Uranus fait 14 et Neptune fait 17. Or, notre noyau, il fait entre 10 et 12. Donc, vous voyez que plus de la moitié de la masse de ces deux objets-là est constituée du noyau. C'est du noyau plus du gaz autour. Et c'est pour ça qu'on les appelle les géantes glacées. Donc, Jupiter et Saturne sont les géantes gazeuses, infiniment plus massives beaucoup plus massives, que Uranus et Neptune, qui sont les géantes glacées. Alors pourquoi est-ce qu'on a ce phénomène? On n'en est pas sûr, mais une explication possible est la suivante. Jupiter et Saturne se sont formés un petit peu plus près que les deux autres. Nous avons Jupiter à 5 unités astronomiques, Saturne à 10 unités astronomiques, Uranus est à 20 en gros, et Neptune à 30 à peu près. Donc, ce qu'on pense, c'est qu'à 5 et 10 unités astronomiques, dans le disque de départ, la masse disponible pour faire des noyaux était plus importante parce que la température décroît, mais la densité du disque décroît aussi. Vous avez plus de masse à proximité du Soleil, plus vous vous éloignez et moins il y a de masse. Donc, si vous partez d'une masse importante, vous avez une croissance rapide de ce noyau, vous arrivez rapidement à faire les 12 masses terrestres dont vous avez besoin, et vous pouvez effondrer une grande masse de gaz. Ça vous donne les géantes gazeuses. Par contre, Uranus et Neptune ont été formés au-delà de 10 unités astronomiques. Et là, l'hypothèse qui est faite, mais encore une fois, c'est une hypothèse, on n'a pas la preuve de ça, c'est que, étant plus loin, elles avaient moins de matière dans le disque pour former leur noyau initial. À ce moment-là, il leur a fallu plus de temps. Et rappelez-vous, il y a cette fameuse phase Théorie, cette phase de très grande activité du Soleil qui balaye tout. Et il est possible que l'accrétion du noyau, en fait, soit arrivée après que le gaz, ou au moment où le gaz était dissipé. Auquel cas, il ne sera pas resté grand-chose pour qui puisse être capté
par le noyau en question. C'est une hypothèse qui est raisonnable, mais encore une fois, on n'a pas de preuve de ça. C'est juste quelque chose qui paraît plausible. Alors j'en viens maintenant à la composition atmosphérique des planètes. Est-ce qu'on peut expliquer la composition qu'on observe actuellement? Eh bien oui, disons encore une fois, au premier ordre, on arrive à le faire. Et pour ça, on se pose la question de savoir sous quelle forme on va trouver le carbone et l'azote dans le disque protosolaire. Alors, il y a des équations chimiques, si vous voulez, qui marquent l'équilibre entre les différentes espèces. D'un côté, donc, carbone peut être soit sous forme de CH4, soit le méthane, donc, soit sous forme de CO, monoxyde de carbone, et l'azote peut être soit sous forme d'ammoniac, NH3, ou soit sous forme d'azote moléculaire, N2. Et les études de laboratoire et les études théoriques montrent qu'à basse température, c'est le méthane et l'azote qui sont privilégiés. Et ceci, ça explique en gros la composition des planètes géantes. Vous avez de l'hydrogène. La planète est suffisamment massive pour garder les éléments les plus légers, même l'hydrogène. Ensuite, vous aurez du méthane et du NH3, de l'azote. En fait, vous avez également de l'eau. Tandis que si vous avez une température plus élevée, vous tombez dans le cas des planètes telluriques, vous avez du CO et du N2. Donc, en fait, ensuite, CO réagit à nouveau avec H2O pour donner du CO2. Et vous voyez que vous retrouvez la composition typique des planètes telluriques, et j'y reviendrai un peu plus tard. Qu'est-ce qui se passe avec l'hydrogène dans le cas des planètes telluriques? Eh bien, la planète n'est pas assez massive pour garder l'hydrogène. Vous savez que sur Terre, si vous avez un ballon d'hydrogène, il monte en l'air, il ne reste pas, même l'hélium monte. Donc, dans ces réactions-là, l'hydrogène s'échappe. Et on se retrouve avec une composition qui est, disons, en bon accord, au premier ordre, bien sûr, avec ce qu'on observe. Maintenant, vous allez me dire, le modèle de nucléation, c'est-à-dire le modèle de formation des planètes géantes, c'est bien gentil, cette histoire de noyaux, cette histoire d'effondrement du gaz, mais est-ce qu'on a une preuve de ça? Eh bien, la réponse est oui. La réponse est oui parce que nous avons un test qui nous permet de vérifier la validité de ce scénario. Alors, donc là, je vous rappelle le scénario que je viens de vous décrire. Le noyau, alors ici, il fait 10 à 15 masses terrestres, ça dépend un petit peu des hauteurs. Et la composition du noyau, ce sont des glaces essentiellement, des éléments lourds, ce qu'on appelle éléments lourds, c'est-à-dire tout ce qui est plus lourd que l'hélium. Et on connaît sa fraction dans le milieu interstellaire, dans l'univers. On sait que ces éléments lourds, ils font en masse à peu près 2% de la masse totale des éléments. Alors, ce qu'on suppose maintenant, c'est que nous avons donc l'effondrement, ce qu'on appelle l'effondrement gravitationnel, c'est-à-dire la chute du gaz sur le noyau. Ce gaz, il est constitué essentiellement d'hydrogène et d'hélium, et on suppose que l'élévation de température est telle qu'on remélange tout à l'intérieur de la planète. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? Si on mesure à la sortie, c'est-à-dire aujourd'hui, les éléments lourds qu'on trouve dans les atmosphères planétaires, on va les trouver enrichis, parce qu'il y a la contribution du noyau qui compte. Et cet enrichissement, en fait, on a pu à la fois le calculer et le mesurer, et on a constaté que l'accord était très bon. C'est ce que je vous montre ici. Ce petit calcul, il est très simple. Vous partez de la masse totale de la planète à gauche. Donc, on va prendre le cas de Jupiter, simplement. 318, ça c'est quelque chose qu'on connaît, la masse aujourd'hui de Jupiter. On a fait l'hypothèse ici qu'on avait un noyau initial de 12 masses terrestres. Alors, dans les 318, j'ai déjà 2% d'éléments lourds, et ça me donne 6 masses terrestres d'éléments lourds. Je les ajoute à mes 12 du noyau, je trouve 18. Vous voyez qu'entre 6 et 18, il y a un facteur 3. Ça veut dire que dans ce modèle-là, par rapport à un modèle où Jupiter se serait condensé à partir de gaz protosolaire normal, on a un facteur 3 d'enrichissement. Or, qu'est-ce qu'on mesure? Justement ce facteur 3. Je ne détaille pas la suite, mais en fait, on constate également un très bon accord. Simplement, dans le cas de Jupiter, on a beaucoup de mesures parce qu'on a une sonde qui est descendue dans l'atmosphère de Jupiter, la sonde Galileo en 1995.